Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest mother on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club et c'est l'épisode 396, édition spéciale aujourd'hui. On devait débriefer l'UFC 326 avec la victoire d'Oliveira contre Holloway, on le fera en fin d'épisode assez rapidement, mais le programme de l'UFC Maison Blanche est tombé, ce sera le 14 juin, ce sera à Washington et on se devait avec Baba, le pilier du RMC Fighter Club, d'en parler en longueur aujourd'hui pour vous faire vivre nos premiers sentiments. Je crois qu'on a beaucoup d'ailleurs des sentiments là-dessus, Baba. Ouais, c'est mitigé. Salut Charles, salut tout le monde. Ouais, c'est des sentiments mitigés, comme j'ai tweeté. Je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui midi pour qu'on puisse discuter d'un épisode qui sera un peu piquant, je pense quand même, malgré tout, même si il y a évidemment une ligne très positive pour nous. Il y a une ligne très positive avec Ciryl Gane qui va affronter Alex Pereira, et puis ce qu'on va essayer de se dire entre nous, parce qu'on en a parlé, mais même d'aller un petit peu plus en profondeur, c'est de savoir quelles attentes on avait sur cette carte. Est-ce qu'on est déçu des noms qui sont là? Est-ce que sportivement c'est à la hauteur? Est-ce que médiatiquement c'est à la hauteur? Il y a beaucoup de questions, il y a un gros programme dans le Fighter Club. C'est parti pour ce numéro spécial. L'annonce a été faite, donc on l'attendait, on l'attendait depuis longtemps. On était sur le starting block, toi et moi d'ailleurs, toute la nuit, on l'attendait. Mais en plus, je pense qu'il n'y a pas un seul épisode du Fighter Club de 2026 où on n'a pas juste dit l'UFC White House, parce qu'en fait, elle conditionnait un petit peu tout sur le programme des combats, sur l'UFC 327 par exemple, où on ne sait pas encore tout, le 328, n'en parlons pas. Donc ça sclérosait aussi un petit peu beaucoup de choses. Pour revenir sur la manière dont ça a été annoncé, parce qu'il faut le dire aussi, ça a été donc après le deuxième combat de la carte principale de cette UFC 326 qui avait lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche pour ce qui est de la France du côté de Las Vegas. Et exceptionnellement, Dana White est allé au micro de Joe Rogan pour annoncer cette carte. Donc nous, on bossait sur la soirée, on était ensemble, Baba. Donc là, on était cramponnés dans nos sièges, on attendait de voir ce qui allait se passer. Et finalement, alors déjà, c'est un premier update, c'est que Dana White vient annoncer la carte. Ça arrive... j'ai pas de souvenir qu'il l'ait fait comme ça sur un live, sur un plus sur un pay-per-view, mais sur un numéroté qu'il le fasse. En tout cas, ça marque déjà l'événement. Ouais, c'est ça. Je pense qu'ils voulaient quand même marquer le coup. On se demandait comment ils allaient faire l'annonce, si ça allait être en plateau, puisqu'ils ont une diffusion, donc ils ont un plateau du côté de Paramount avec pas mal de stars, ou est-ce que ça allait être carrément dans la cage, tu vois, avec une vidéo de présentation. C'est Dana White qui est venu un petit peu à l'ancienne, au micro, en bord de cage, pour annoncer les combats et essayer entre guillemets de défendre cette annonce. Donc bon, écoute, nous ça s'est passé avec Thomas avec toi dans l'oreille qui dit à Thomas c'est bon, ils sont en train de l'annoncer, et moi qui me redresse. Donc voilà, c'est une annonce assez somme toute c'est pas spectaculaire le mot que je cherche, mais bon, c'est un peu lambda quoi. Ouais, qui a manqué un petit peu de relief. Pour que vous l'ayez en tête, je vais vous faire simplement la carte, puisqu'il n'y a que 6 combats, je vais vous les détailler. Après, on va revenir sur les uns et les autres plus précisément. Ilia Topuria contre Justin Gaethje pour la ceinture des moins de 70 kilos, ce sera l'événement principal. Co-main event, Alex Pereira contre Ciryl Gane, ceinture intérimaire chez les poids lourds. Sean O'Malley contre Ayman Zahabi, ce sera le 3e combat en partant du coup de la fin, et du début aussi d'ailleurs, en partant de la fin. Mauricio Ruffi contre Michael Chandler en combat chez les moins de 70. Combat chez les moins de 84, Bonical contre Kyle Daukaus. Et enfin, ouverture de carte chez les moins de 66 kg, Diego Lopez contre Steve Garcia. Voici les 6 combats qu'il y aura à la Maison Blanche. Il n'y aura pas de carte préliminaire. On s'en tiendra à ces 6 combats-là. Allons dans l'émotion d'abord. Quand tu vois ça, on l'a dit, manque de relief, on attendait quelque chose. Première impression, tu vois ça, elle s'affiche sur ta télé comme pour tout le monde. On avait beaucoup d'idées en tête. Quel est ton premier sentiment, Baba, quand tu vois cette carte? Tout ça pour ça? Ouais. Voilà, mon premier sentiment, je crois que les premiers mots qui sortent de ma bouche, c'est tout ça pour ça. La semaine dernière, tu te rappelles, on en a parlé un petit peu quand on a prévu le combat entre Charles Oliveira et Max Holloway, où je disais que moi, ça me faisait un peu chier cette histoire de Maison Blanche, et que je voulais qu'on ait l'annonce pour passer vite à autre chose. Pourquoi maintenant je vais pouvoir développer un peu plus ma pensée. Ça me faisait chier dans le sens où je ne m'attendais pas à une grosse carte, tu vois. Mais par contre, je m'attendais à ce qu'on ressuscite des anciennes stars. Ça, pour le coup, j'étais persuadé que on aurait du Jones, qu'on aurait du McGregor, qu'on aurait quelque chose comme ça, tu vois. Donc quand je m'aperçois qu'il y a ni l'un, c'est pas que je les voulais, c'est que je pensais qu'ils étaient dedans, et au pire, pour faire un gros event, pourquoi pas. Quand je m'aperçois qu'ils sont pas dedans et qu'en fin de compte, c'est
à peu de choses près, un numéroté que tu peux avoir n'importe quand dans l'année, à peu près n'importe où. Bah, ouais, là, tu te demandes encore une fois, plein de hype, encore une fois, plein de beaux discours. Et puis surtout, l'impression que toute la compagnie et toutes les annonces étaient bloquées, un peu pour rien. Mais c'est aussi un peu ma faute, parce que c'était pas la vraie raison pour laquelle tout était un peu bloqué. Ouais, il y a d'autres choses qui sont Ouais. derrière aussi dont on va essayer de parler. C'est quoi les attentes que tu avais sur cette carte? C'est ce qu'on se disait juste avant de commencer l'enregistrement. Moi, perso, j'avais des attentes un peu popcorn. Comme tu dis, moi je voulais des mecs que tu es content de revoir, même si tu sais Ouais. que sportivement, c'est Y plus a que plus rien. c'était il y a 5-10 ans. Ouais. Mais des mecs que tu te dis, tu vois, ça te provoque quand même un frisson quand tu vois Conor McGregor rentrer devant la Maison Blanche. Ça m'aurait provoqué un frisson quoi qu'il arrive. Ça peut faire Et je quelque me chose serais dit, mais d'épique, ouais. qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est en forme? Il y a quand même les questions sportives qui seraient venues après. Mais Ouais. moi, ce que je voulais, c'est ces noms-là, tu vois. Parce que, en fait, Ilia Topuria, Justin Gaethje, c'est presque trop pied à terre niveau Mais c'est complètement sportif. mais C'est ça, tu vois, c'est presque un. Donc, ceux qui attendent du sportif sur certains aspects Oui. peuvent être satisfaits. Oui, bien sûr. En revanche, les mecs comme moi qui attendaient un peu du spectacle hors norme, un peu du cirque, au final, tu vois, là, ça y est, c'était Maison Blanche, ce sera qu'une fois. Ouais. Tout le reste, s'ils me mettent, tu vois, s'ils me font me doubler, par exemple, s'ils m'avaient mis Conor McGregor sur un numéroté normal devant un championnat du monde intérim des poids lourds entre Pereira et Gane, je t'aurais dit, là, ils s'abusent. Tu vois ce que je veux dire? Là, sur cette carte-là, je t'aurais dit, c'est normal. Bah, je comprends. J'aurais je te compris, comprends. en tout cas. Ouais, non, je te comprends parfaitement, je te comprends. Donc je devine que toi aussi tu es très déçu hein, de ces combats. Qu'est-ce que j'attendais moi? Bah si tu veux pour moi, enfin c'est pas que j'attendais, c'est que j'espérais au fond de moi, mais j'étais persuadé que ça n'arriverait pas. Mais j'espérais au fond de moi un peu comme quand ils ont eu cette illumination BMF. En espérant que c'était un one-shot, au final, c'était pas resté un one-shot. On en reparlera en fin d'émission. Mais tu vois, des fois, ils peuvent avoir cette petite inspiration de se dire, OK, on va sortir des standards et on va faire quelque chose de différent pour les fans, pour marquer le coup et pour se dire, bon, bah, comme on fait quelque chose de spécial, on va vraiment le faire jusqu'au bout. Et donc, j'osais espérer au plus profond de moi que cette carte de la Maison Blanche, bah, ils aillent sur des combats qui sortent des titres, qui sortent, tu vois, de toutes ces obligations-là. Ah, on fait pas le Makhachev Topuria parce que tu comprends, chacun vient de monter de catégorie et que voilà. Ouais, mais en fait, venez, on sort de tout ça. Venez, on s'autorise un combat hors champ. Qui n'aura pas de ramification sur les classements, sur les champions. Le champion welter, il perd, mais en fait, c'est pas grave. Il va retourner défendre sa ceinture, etc. Pareil pour le champion lightweight et compagnie. Et donc, on est des super fights. Ouais, c'est ça. En gros, tu voulais un super event avec que du super des fight. super fights, tu vois. Mais donc, ça revient un petit peu au truc, entre guillemets, popcorn dont je parlais. C'est ce que tu voulais aussi. Ouais. En fait, Charles, on est des fans de combat, on est des consultants, enfin, on analyse, on est des journalistes, on est ce que tu veux, et qui fait que aujourd'hui, c'est notre métier, mais on est avant tout des fans de MMA. Et on est des fans de show autour du MMA. On est des gens passionnés. Et donc, cette passion, elle va naître de ce genre de spectacle, de ce genre de choses sortent de l'ordinaire. Tu veux dire que c'était l'occasion aussi rêvée pour l'UFC qui est pas mal critiqué en ce moment, c'était l'occasion rêvée de faire un truc qui pouvait aussi ramener du monde, qui pouvait permettre de donner un peu de légèreté autour de l'UFC, là où il y a des critiques sportives qui arrivent beaucoup sur l'organisation, sur l'épée, enfin tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est un peu récurrent à l'UFC, mais tu dis que c'était une sorte d'occasion unique de faire un update qui sortait de l'ordinaire. De se rappeler à tout le monde que c'est un sport spectacle réellement. Bien sûr que le sport s'est tellement structuré aujourd'hui que on est dans une rigidité des classements, enfin jusqu'à en tout cas le début d'année, on est dans une rigidité de ces classements-là, et tu sortais pas des rails, tu sortais pas de on est là, ce champion il doit affronter tel challenger ou tel numéro 3, etc. parce qu'on a essayé de le pousser lui. Enfin tu vois, là, tu as une occasion, pour moi, parce que je dis toujours que à mon sens, les grosses soirées en anglaise sont devant les grosses soirées de l'UFC, c'est mon avis. Certains ne le partagent pas. Hein. Par exemple, Saladin Parnasse, mon versus, il n'était pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Tu vois. Simplement, c'était une occasion de se hisser à ce niveau-là, de faire un gros show comme ce que fait l'anglaise quand ils font un super fight. Le Canelo Crawford, tout le monde s'en souvient. Tout le monde s'en souvient, tu vois. Et derrière, on essaie de faire des choses intéressantes. Donc, on a ramené un Billy contre Martinez parce qu'on savait que ça allait être deux malades qui allaient s'envoyer, tu vois. Donc, c'est à la fois sportivement intéressant, le main et le co-main en tout cas. Bah écoute, on est servi, on est bien, parce que bon, à la fois le main, à mon sens, ça va pas durer très longtemps, en tout cas ça sera un peu déséquilibré.
Le co-main, il va être bien plus intéressant, surtout pour les fans de striking. Maintenant, voilà, c'est une carte à peu près lambda. Tu me dis que c'est l'International Fight Week, je te crois. Tu me dis que c'est l'UFC 329. Oui, ça peut être. C'est pareil, quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être un numéroté classique, T-Mobile Arena. Voilà. Donc sportivement, la carte est cool. Sportivement, la carte, elle est pas. Il y a un combat que bon, voilà, j'ai aucune émotion pour le combat tout américain. Il m'intéresse pas. Le Bonica, le Kyle Dokos, il m'intéresse pas. Mais pour le reste, oui, c'est sympa. Mais c'est pas l'UFC. Comment ils appelaient ça déjà? Freedom. Ouais, Freedom 250. Là, c'est celui-là. C'est juste le nom, on dirait un film de Chuck Norris. Même l'affiche, allez la voir sur les réseaux sociaux UFC, RMC Sport Combat, allez voir l'affiche. C'est ça, voilà. Tu t'attends à Expandables. Ouais, c'est ça. Et t'as l'Expandables version française. Ouais, mais sauf que t'as pas vraiment l'Expandables dans cette carte. Ah bah non, t'as l'affiche Expandables, mais si tu prenais les acteurs français d'action. Ouais, non, parce qu'au final, Expandables, t'as que les anciens, tous les mecs des films d'action des années 90. C'est exactement ça. Et donc au final, c'est ça. Mais c'est voilà. On voulait un Expandables, on l'a pas vu. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça la vraie comparaison, c'est qu'on voulait Expandables avec les vieux, les anciens, les mecs qui sont sur le retour. Moi j'ai vu les trois au cinéma, donc je vous regarde droit dans les yeux, ne me vannez pas. Fan d'Expandables. C'est ça, c'est vrai, on voulait un Expandables, mais c'est vrai en plus. Bah ouais, tu vois. C'est vrai. Est-ce que pour l'UFC au final, parce que tu faisais le comparo avec ces soirées de boxe anglaise qui sont énormes, est-ce que finalement l'UFC ils ont pas refait pour leurs athlètes aussi un update en disant les gars, le plus important maintenant c'est l'UFC. Ouais. Si toi, John Jones ou Conor McGregor, tu veux me demander 30 millions, tu les auras pas. Ouais. Donc rentre chez toi et quoi qu'il arrive, le monde entier va être tourné vers cette UFC parce qu'on sera dans les jardins de la Maison Blanche. Donc Exactement. Que tu sois là, Conor ou pas, on s'en fout. Que John, tu sois là ou pas, on s'en fout. Le patron, c'est définitivement l'UFC. Et est-ce qu'ils n'ont pas profité de cette occasion pour l'affirmer encore plus ? Ils en ont profité. C'est là où toute la discussion devient intéressante parce qu'il y a plusieurs leviers. La première, c'est que donc le début d'année des UFC numérotés, on est tous déçus en se disant mais qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas les combats qu'ils sont censés faire. Le levier qu'on veut bien leur accorder, c'est de dire il y a la Maison Blanche qui arrive, c'est sûrement pour ça qu'ils font pas tous les combats qu'on voudrait parce qu'ils s'en gardent sous le pied pour pouvoir vraiment les mettre sur le gros event de ouf. Au final, ça n'arrive pas. Donc tu te rends bien compte que la transformation, elle arrive au bout de se dire, et c'est bien parce que tu sais, ça fait 10 ans. En 2016, McGregor, en mars, il perd contre Ned Diaz. Mais paradoxalement, ça devient une méga star. Tu vois. Ronda Rousey, elle vient juste de perdre. John Jones, il est encore là. Georges Saint-Pierre est encore là. Brock Lesnar, etc. Tu vois. Donc, l'époque était folle. Ouais. C'est l'époque des superstars. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'époque de la marque. C'est l'UFC en tant que marque. Et c'est un rappel à tout le monde de dire vous êtes bien gentils, tout ça. Mais en fait, tout ce qui nous intéressait, nous, c'est de mettre l'UFC sur les jardins de la Maison Blanche. C'est pas de mettre Pierre, Paul ou Jacques sur les jardins de la Maison Blanche. C'est l'UFC qui intéresse. Et en plus, la seconde chose importante pour eux, c'était, on vient le faire dans la Maison Blanche avec pas n'importe quel président au pouvoir. Si c'était Barack Obama, si c'était Joe Biden, non, il n'y aura pas eu d'UFC à la Maison Blanche. C'est Donald Trump qui est venu les tirer d'un marasme à l'époque où Zuffa venait de racheter l'UFC. Ouais. Dana White et Donald Trump, ça remonte à ce moment-là en fait. Donc ça fait presque 30 ans maintenant. Et c'est presque... T'as vu où on a commencé, toi et moi ? Moi, à ce moment-là, j'étais juste le fils de Donald Trump. J'étais juste le fils de mon père qui faisait du divertissement parce que je faisais perdre plein d'argent dans les business de mon père et je faisais faire des combats et ça intéressait personne. Aujourd'hui, je suis président du monde. Et toi, t'es président de la plus grosse ligue de combat du monde. C'est deux poteaux et qui pour sont, mon anniversaire, on va se faire un truc où à la fois on va se faire plaisir et puis en plus, aux élections de mi-mandat qui arrivent, je vais me permettre moi d'envoyer un message à toute l'Amérique populaire. Et puis c'est un dimanche, mais bon, ça on s'en fout. Vu que mon anniversaire c'est un dimanche, on va le faire un dimanche. Il a quand même repoussé le G7 d'une journée. C'est fou. Tu te souviens, les sentiments qu'on a quand on commence à voir Donald Trump arriver en premier rang des UFC, déjà c'est un truc de fou. Ouais. Déjà tu te dis, le mec arrive, ils arrêtent la transmission, il y a Dana White qui vient lui serrer la main pendant 10 minutes, il y a tout ça, enfin déjà c'est un truc de fou. Là, cet événement-là quand même, et c'est là où c'est vrai que les combats ils sont presque annexes, parce que quand on va être spectateur de tout ça, on va voir ça, on va se dire mais c'est fou, ce cadre est fou. Enfin, tu vois, on pourra avoir ces combats Bonical Caldocos dont on est hyper déçu. Ouais. Mais en fait, presque on regardera ailleurs. En fait, tu vois, je sais pas je pense qu'il faudra pareil laisser parler un peu l'instinct primaire à ce moment-là, de se dire c'est quoi les sentiments qui ressortent de notre carcasse au moment où on voit ça. Est-ce que c'est le sportif, est-ce que c'est le combat qui est dans la cage, ou est-ce que c'est tout le contexte qui est autour ? Moi, je pense que le contexte, on sera pris par le contexte. Le contexte, il sera pris, bien évidemment. Le contexte, c'est un événement qui peut-être n'arrivera pas une autre fois.
c'est particulier. Maintenant, est-ce que la Maison Blanche, elle revêt un symbole particulier pour moi en tant que personne? Non, pas spécialement. C'est quelque chose que j'entends depuis tout petit. Le président du pays le plus puissant du monde, il habite là-dedans. Donc voilà, donc t'entends la Maison Blanche depuis toujours. Ok, y a pas de problème. Maintenant, en tant que fan de combat, j'ai vu des choses bien plus spectaculaires que ça. Et j'en verrai bien d'autres le 2 mai au Tokyo Dome, par exemple, Inoue Nakatani. Je savais quand tu as commencé la phrase, tu faisais référence par exemple au Pride. Je suis sûr, j'ai vu des trucs bien plus fous que ça. On a vu des choses, on a vu des stades, le K1 dans des stades incroyables. Enfin, même en France, on a vu des choses de fou. Donc, tu sais, on a voulu se prendre au jeu. Et c'est notre faute en même temps parce qu'il fallait se rappeler ce que c'était. Il fallait se rappeler que c'est un événement de soft power, comme on en a vu plein d'autres. Comme on en a vu plein à travers les âges, comme on a vu le Rumble in the Jungle à Kinshasa au Zaïre, c'est du même acabit. Voilà. De toute façon, pour moi, un événement, tu sais, toujours, c'est aussi notre boulot ici et notre kiff, comme tu le disais tout à l'heure, mais d'essayer d'anticiper les événements, ça va être bien, ça va être pas bien, on va kiffer, on va pas kiffer. Mais en fait, la réponse à tout ça, tu l'as que après, parce que comme on a coutume de le dire, et ça se justifie très souvent, parfois des gros numérotés, référence à samedi soir par exemple, peuvent être décevants sur plein d'aspects, et tu vas sur une fight night avec deux combattants qui sont pas rankés, et finalement... la soirée va être folle. Ouais, bien sûr. T'es à l'Apex, machin, mais les combats vont être tellement fous, il va se passer des trucs tellement dingues que la hype, elle va être là et que finalement, t'en auras des souvenirs qui seront hyper positifs par rapport à un événement que t'anticipais grave et sur lequel t'as été déçu. Donc là, pour moi, celui-là, on pourra aussi le dire seulement après. Est-ce qu'on a kiffé ou est-ce qu'on n'a pas kiffé? On saura après. Ceci étant dit, les matchmakers ont quand même fait des choses intéressantes sur la carte pour pouvoir s'assurer d'un certain spectacle. Quand tu regardes le combat d'ouverture entre Diego Lopez, qui visiblement a un totem d'immunité, c'est un des nouveaux, tu vois, et Steve Garcia, tu comprends bien que les deux, ils sont pas là pour acheter du terrain. Ça va s'envoyer pendant 3 rounds. Je sais pas si ça va aller au bout, parce que Garcia, il met que des KO en fait. Et Diego Lopez, il sera plus qu'heureux d'avoir un mec qui échange avec lui. On va détailler dans l'ordre en partant du combat principal, mais celui-là, c'est quand même. Ça va aller. C'est un bon délire en ouverture de carte. Ça va aller. C'est plutôt bien. Et puis, ce qu'il faut. Et puis normalement, les combattants vont être à la hauteur du truc. Sur le contexte, t'as tout dit, Baba. Est-ce qu'il y a des trucs un peu plus généraux, tu vois, sur lesquels on peut encore rentrer avant de rentrer dans le détail des combats et dans le sportif? Non, sur le général, non, parce qu'il faut pas aller plus loin que ça non plus. C'est quelque chose qui a occupé les esprits beaucoup, qui capture l'imagination des gens. Mais il y a des choses sportives qui sont plus intéressantes. Alors, sur l'ensemble de la carte, moi déjà, je me dis quand même un truc. Je me dis que sportivement, c'est vrai qu'il y a des trucs cool. Mais quand je prends les 3 premiers combats, par exemple, franchement, Baba, je me dis, même sportivement, dans les 3 catégories qui sont présentées pour ces 3 fights-là, il y avait mieux à faire. Bien sûr. C'est ça qui est ouf, en fait. C'est que tu n'as même pas les paillettes qu'on voulait. Et le sportif, il est à discuter. Parce que je pense qu'on va être d'accord. Ilia Topuria, Justin Gaethje, on sait très bien que si on allait prendre un Tsarukyan sportivement... Bon, ils ont mis la ceinture intérimaire, donc en fait ça a rendu Gaethje légitime. Mais en l'occurrence, Tsarukyan, il est là, il est en file d'attente et c'est lui qui aurait mérité d'être là. Alex Pereira contre Cyril Gane, la légitimité sportive voudrait que évidemment ce soit Thomas Spinal contre Cyril Gane pour refaire le doigt dans l'œil qu'il y avait eu à Abu Dhabi au mois d'octobre. Et puis Sean O'Malley contre Ayman Zahabi, moi je voulais voir Nourma. Voilà, je voulais voir Nourma contre Sean O'Malley. C'est ça le combat. Et celui-là, en plus, aurait été plus clinquant et sportivement plus légitime. Donc déjà, sportivement, j'ai ce petit problème de me dire ces 3 combats-là, ils auraient mérité mieux. Complètement. Maintenant, tu vois bien la DA derrière tout ça. Tu vois, Topuria Gaethje, on sait très bien ce qui va se passer. Ça va être un combat de striker avec 2 frappeurs, avec un puncher même et un frappeur. Gaethje, il est là parce qu'on a voulu nous faire perdre du temps avec cette ceinture intérim. On l'a dit depuis le départ, toi et moi. On l'a dit quand on a fait la preview de cette carte, quand on a débriefé le combat contre Pimblet, que c'était une perte de temps. Si Gaethje bat Topuria, ce sera le plus gros upset de cette année, le plus gros upset peut-être des 10 dernières années. En tout cas, ce sera en course, c'est clair et net. C'est pas manquer de respect à Justin Gaethje de dire ça, c'est simplement ce que tout le monde pense. On va pas faire les menteurs. Enfin voilà, que celui qui pense que Gaethje va battre Topuria sûr et certain, lève la main. Et si ça se passe, je te demanderai les numéros du loto et tout ce qui va avec parce que chapeau. Donc voilà, donc évidemment qu'il y avait mieux à faire. À la lumière du main event de samedi, encore plus évidemment, parce que ce combat, moi j'aurais préféré que ce soit un de ces 2 gars-là qui challenge un nouveau Topuria. Moi je pensais que Holloway méritait une revanche contre Topuria parce que je pense que c'est celui des 2 qui peut le mieux faire contre Topuria. Même si Oliveira qui devient discipliné, c'est intéressant cette affaire. Mais on y reviendra. Donc oui, on avait déjà au moins un meilleur combat à faire que ça.
Le Common, le Common, j'arrive pas à sortir du fait que je suis très content de ce combat. Donc ça me va. Évidemment. Mais t'as raison. On aurait préféré Aspinall gagne une revanche, on aurait préféré, tu vois, quelque chose comme ça. Mais par contre, je te dis la vérité, là quand même, le côté paillette, parce qu'on est français aussi, je préfère voir Pereira gagne. Je te parlais sur le plan objectif et sportif un peu froid, mais le Pereira gagne, je suis hypé de malade. Je sais très bien. On est tous heureux, on est tous contents. Et vraiment t'as hypé. un combat de kick avec des petits gants. Moi, je suis très content. Ça va être parfait, donc c'est nickel. Et puis on a Cyril Gane en plus qui est dessus. Donc, et ça, c'est bien fait pour nous tous, à répéter à tout bout de champ qu'il ne pourrait pas avoir une autre chance pour le titre, etc. Bah, tu vois, comme quoi, si. Donc, construction de carrière. À nous aussi de sortir de ce genre de discours-là et de constater les choses telles qu'elles sont. Le troisième combat, là pour le coup, et tant mieux pour Ayman Zahabi, tant mieux pour le Canada, tant mieux pour comment dirais-je, pour sa team et tout ce qui va avec. Maintenant, c'est vrai que le choix logique aurait été Nurmagomedov. Le problème de Nurmagomedov, c'est que c'est un lutteur, on le sait tous. Sean O'Malley, avec les lutteurs, on a tous compris comment ça se passait. Il était hors de question de mettre l'une des dernières stars américaines de l'UFC face à un mec qui allait me planter au sol. C'était impossible. Donc on lui a mis un striker. Zahabi, en plus, c'est un combattant agressif. Donc a priori, ça devait faire des échanges intéressants. Pareil, est-ce qu'on aurait dû avoir un combat encore plus important sportivement? Oui, mais ils ont choisi de s'assurer quelque chose en termes de spectacle. En plus, tu peux redescendre d'un combat puisque tu as Maruti refait contre Michael Chandler. Michael Chandler, de toute façon, il était dans la naphtaline depuis 3 ans. Il attendait Conor. Il était, je sais pas où il était. En plus, l'attente pour ce gars, c'est vraiment dur ce qui lui est arrivé au final sur les dernières années. Malgré tout, il est encore top 15. Mais même celui-là, finalement, quand tu vois que Rufy est là, tu dis c'était pour Benoît Saint-Denis. Rufy est présent sur la carte parce que Benoît Saint-Denis n'a pas voulu y aller, c'est tout. Il n'a pas voulu y aller pour des raisons qui, je trouve, sont plus que valables. Il faut faire attention à ça. On l'a vu avec Rainer de Rieder notamment. Enchaîner les grosses perfs sur un an, c'est bien. Enchaîner les cuttings, etc., c'est beaucoup moins bien. Il y a des blessures, potentiellement, il y a tout ce qui va avec. Il est beaucoup plus intéressant pour Benoît et pour tout le pays avec lui d'avoir un Benoît à 100% plus tard, à Paris, ou peut-être avant l'International Fight Week, je sais pas, tu vois, dans un combat qui sera important pour lui, puisque ça laissera l'opportunité à l'un des deux combattants du main event de samedi, n'est-ce pas, de récupérer et de pouvoir être dans un combat. Moi, tu me donnes Benoît Saint-Denis, Max Holloway à Paris, je pense qu'on mange Gucci, on est bien. Ouais, c'est ça, parce que ça, finalement, Guillaume Pelletier, qu'on salue évidemment, et on espère qu'il passera par le Fighter Club un de ces jours pour nous raconter plein de trucs, mais a bien précisé que Benoît Saint-Denis avait fait beaucoup de cutting, que ça avait été dur, parce que quand tu enchaînes 4 cuttings de manière aussi rapprochée, forcément il y a aussi des traces physiques, il faut récupérer, ça fait jouer autant le physique que le mental, et donc que c'est la raison pour laquelle il était un petit peu out de tout ça. Mais c'est vrai que si tu te dis que tu peux avoir un Holloway, Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris, c'est cool. Ah mais c'est plus que cool. Maintenant, il y a quand même une partie, on va pas se mentir, parce qu'on en parlait aussi, toi et moi, en rentrant dimanche matin, du coup. Oui, c'est vrai qu'il y a toute une partie de nous qui se dit, en vrai, Benoît, il aurait pu aller à Maison-Blanche, tabasser Chandler rapidement, tu vois, en un round, parce que je ne crois pas que Chandler sorte du premier round contre Benoît Saint-Denis, et ensuite il retourne faire autre chose. Maintenant, voilà, on n'est pas dans le camp, on n'est pas avec lui, on ne sait pas. Peut-être que c'est beaucoup plus compliqué au niveau des blessures et que c'était pas si simple que ça de repartir sur une prépa. Je préfère quand même le dire et être 100% honnête, parce que oui, de notre petite fenêtre, ça a l'air relativement, ça avait l'air d'être 100% gagnant pour Benoît. Maintenant, voilà, on ne sait pas tout. La carte rêvée, ça aurait été quoi finalement, Baba? Est-ce que, tu vois, dans l'ensemble, je regardais un peu aussi quand même sur ce que disaient les gens sur Internet pour avoir un avis un petit peu général. Je pense que la carte rêvée, si Thomas Spinal avait été OK, s'il avait été sur pied, en tout cas que l'œil avait été réparé. Bon, s'il voulait combattre, il y a plein de trucs sur Thomas Spinal. Est-ce qu'il veut aller à la boxe? Est-ce qu'il bref, s'il avait été là, en tout cas, est-ce que ça aurait été John Jones contre Thomas Spinal, Conor McGregor contre Michael Chandler, Islam Makhachev contre Ilia Topuria, et derrière, tu peux quand même du coup garder Alex Pereira contre Cyril Gane. J'aime bien le fait que tu gardes ce combat. Du coup, tu as Pereira qui va quand même tenter une 3e ceinture dans une 3e catégorie. Et en dessous, tu peux aller sur plein d'autres trucs, mais en tout cas, il y a ces 4 combats-là qui, pour moi, tu vois, là, si tu faisais ça, tu faisais
Là, tu faisais. Je te jure, j'en ai eu des frissons en parlant. Je me dis, si j'avais vu ça s'afficher dans la nuit de samedi à dimanche, je me serais dit, waouh. Là, ils ont fait un taf de fou. Ça aurait été fort. Moi, personnellement, j'intervertis Aspinal et Pereira. Ok. Donc moi, je fais Jones Pereira. Ouais. Parce que c'est un super fight, comme je te l'ai dit, et qu'il est décorrélé de tout classement, tout ce que tu veux. Et tu remets Cyril et je fais la revanche entre Gane et Aspinal. Tu gardes de la logique sportive. J'ai un combat pour le titre des poids lourds légitime. J'ai un super fight qui intéresse tout le monde. Mais est-ce que Alex aurait accepté de lâcher sa ceinture pour monter? Je pense que pour Jones, sur Super Fight Jones, il le fait. Jones, il le fait. Pour Jones, il le fait parce que là, tu parles de legacy véritable. Tu vois, là, tu vas affronter celui que tout le monde considère comme le plus grand de tous les temps. Donc, en tout cas, sportivement, dans la cage. Donc là, la carte rêvée se fait avec ces 8 là, quoi qu'il arrive. En interchangeant peut-être pour toi cet ordre-là. Moi, j'aime bien l'ordre que j'ai cité au début parce que ça enlève un peu de légitimité sportive, mais au final, j'aime bien parce que en fait, il y a quand même ce Jones Aspinal qu'on a voulu voir pendant 2 ans, qui a été complètement qui a été écarté, et tu gardes ce Pereira Gane qui, je pense, va être un combat super cool. Donc j'aime bien ça, mais je pense qu'on s'accorde aussi sur les deux combinaisons. Et puis il y a ce Ilia contre Makhachev. Est-ce que tu crois qu'il a été pas loin de se faire pour la Maison Blanche? Viens, on aborde toutes ces rumeurs. C'est difficile à dire. Moi, mon fort intérieur, je crois pas que c'est quelque chose qui était réellement envisagé. Il y a des rumeurs de blessures du côté de Makhachev, parce que sinon il avait le temps. Le Ramadan se termine dans 10 jours. Il avait le temps d'avoir 3 mois de prépa environ pour pouvoir ensuite jumper sur le combat. Donc ça pouvait le faire, mais moi j'ai l'impression que l'un et l'autre étaient peut-être plutôt d'accord pour attendre un peu pour ce super fight. Que chacun s'occupe du business qu'ils ont dans leur KT pour pouvoir le faire après. Donc non, j'y croyais pas trop à celui-ci. Par contre, en toute franchise, après le réveil ces dernières semaines de Jones, c'est quelqu'un de très candide. Tu peux lui dire beaucoup de choses. On peut tricheur, tout ce que tu veux. Il y a plein de labels que tu peux lui apposer. Par contre, c'est quelqu'un de très candide. Et puis c'est quelqu'un qui a une bonne descente et qui a toujours son téléphone à portée de main. Donc il suffit qu'il ait pris 2 verres et il va tweeter. Et en général, il va tweeter des choses qui se sont passées. Tu vois. Donc moi, je pense que c'est vrai qu'il y a vraiment eu des négociations et que c'était lui qui devait être sur la carte et que le combat qui a annulé, il faut pas chercher plus loin. Le combat qui était le fameux combat qui a annulé, c'est lui, c'est John Jones, et c'était probablement Jones Pereira. Ou alors Jones Aspinal, mais bon, Aspinal, j'y crois pas. En tout cas, moi, je pense que Jones était dedans. Parce qu'on rappelle Dana White. Alors Dana, c'est vrai qu'il est, en fait, c'est dur de donner du crédit à. Je sais que toi, tu as ton avis tranché, de toute façon, qui est récurrent sur Dana White et qui est légitime par rapport à son passif de déclat, etc. Mais là, derrière cette annonce, il dit en conférence de presse, John Jones n'a jamais été dans la discussion pour la Maison Blanche. Et derrière, des tweets de John Jones disant, en gros, presque, je sais pas, tu le sens presque ému derrière les tweets en disant, mais attends Dana, après tout là tu me dis vraiment que tout ça c'est du bullshit et que ça n'a pas existé, qu'on n'a pas parlé de tout ça. Toute la nuit. Et c'est vrai que comme tu décris le John Jones un peu candide, etc. Moi là-dessus je me dis, mais ils n'ont pas pu ne pas consulter John Jones sur toute cette construction, c'est impossible. C'est impossible, c'est la vérité. C'est la vérité. Maintenant, il y a 2 choses. La première, c'est pour avoir une lecture de la situation, il suffit de regarder les tweets de Malki Kawa, qui est l'agent de John Jones et l'agent d'Ilia Topuria. Et il y a des tweets où il est un peu dégoûté et un tweet où il met les lunettes de soleil parce qu'il est content. Celui-ci, c'est pour Topuria, parce qu'il arrive quelques heures avant l'annonce. Le tweet où il est un peu dégoûté, c'est pour John Jones, forcément, tu vois. Parce que tu te rends bien compte qu'ils ont fini par ne pas arriver à un accord. Maintenant, là où Dana White a beaucoup menti en 30 ans de présidence de l'UFC, mais là où je crois qu'il ne ment pas, c'est que lui, à titre personnel, refusait catégoriquement d'avoir Jones en main event de l'organisation. Est-ce que ces matchmakers l'envisageaient ? Moi, je pense que oui. Je pense que les 3 le voulaient, Jones. Parce qu'ils pensaient, eux, en tant que matchmakers, qu'il fallait un mec comme ça pour cet événement. Par contre, je pense que Dana White, il a vraiment, après l'histoire d'avoir proposé 30 millions pour Aspinal et qu'il a refusé Jones, moi, je pense sincèrement qu'à partir de là, Dana White, il a dit c'est terminé pour lui. Donc CF, à ce qu'on disait en début d'épisode, on est l'UFC, c'est bon, je m'abaisse plus à prendre ce qui finalement à la longueur serait peut-être positif pour l'UFC. Si Dana White, qui se dit ne plus être matchmaker du tout et qui met plus les mains dans le cambouis du matchmaking et tout,
Finalement, c'est plutôt positif pour toi si Dana White prend ce tournant un petit peu. Ça veut dire que le sportif a été privilégié là, parce que John Jones sportivement, même s'il est capable de tout et qu'il a prouvé qu'il était capable de tout, c'est en dessous de ce qui se fait à côté. Je pense que bah oui, c'est plus positif C'est moins pour légitime. le sportif, c'est mieux pour le côté sportif, mais bon, pour le truc c'est qu'on l'a pas vu en début d'année, le côté sportif, on n'a pas vu les combats légitimes sportivement. Ouais, c'est vrai. Donc ça aussi, il y a un problème de l'autre côté. Maintenant, je ne crois pas que Dana White soit totalement sorti. Est-ce qu'il fait le boulot au quotidien dans sa fameuse war room là? Non. Moi, je pense qu'il est même pas dedans. Mais, mais je pense qu'il a quand même le Il dernier va mot. pour faire les annonces devant le tableau, quoi. Où, Voilà. il fait. C'est ça. Par contre, on est tous les deux portés sur la culture américaine. J'y ai été, j'y ai vécu. Donc, on sait, c'est le big boss à la fin qui valide. La mentalité américaine, elle est comme ça. Les business américains, c'est comme ça que ça marche. Même si le mec, il vient pas tous les jours à l'usine, c'est lui qui valide. Et c'est la même chose. Le dernier mot, c'est le big boss. Et le big boss, il veut pas de John Jones en main event. Il veut plus jamais prendre ce risque. Et ça, pour le coup, tu peux comprendre. Tu mets John Jones en main event de ce truc-là. Ouais, moi je Et le il se prends. passe encore il va encore faire un truc dehors là. Il va encore je faire. le prends, tu vois et qui va danser devant Donald. Enfin, qu'on aime ou pas, mais le storytelling est là, l'action est là, la Ce n'est pas un mec vibration elle est là fiable. quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un mec fiable. Il va encore faire un truc de fou pendant sa prépa. Ouais, alors il y a ça aussi, oui, c'est ça. Tant que tu l'as pas, Qu'est-ce qui va se passer tu sais pas s'il va être là. Il y a toujours, t'es dans l'incertitude la plus totale avec lui, donc c'est pas possible, tu vois. Tu peux pas. Donc pour moi la lecture, elle est quand même relativement simple des événements. Je pense qu'ils ont essayé de le faire, que ça s'est pas du tout bien passé en égo, et puis surtout que derrière Dana White, il a dit non mais on laisse tomber en fait. Et donc ils sont partis parce que Gaethje confirme que jeudi il n'était pas prévu sur la carte et que samedi quelques heures avant on lui dit ok c'est bon tu vas combattre. Donc vraiment lui et Topuria on les a appelés au dernier moment. Ouais, c'est vrai. sachant que Gaethje était à Las Vegas et que quand ils sont sortis du clip d'annonce de la Maison Blanche, tout de suite ça allait sur Gaethje qui était premier rang et qui du coup a pris un petit bain de foule aussi et des petits applauses du côté de la T-Mobile. La rumeur John Jones, on en a parlé. John Jones, je pense qu'on le reverra plus jamais à l'UFC. Cette fois-ci ça. Enfin, s'il va pas sur la Maison Blanche, où est-ce qu'ils vont le replacer? Ah bah je pense pas. Donc maintenant, là, vu les relations pour lui, entre eux, j'imagine que la prochaine étape pour lui, c'est casser son contrat avec l'UFC. En tout cas, ce qui était d'un commun accord, parce que il y a un autre poids lourd qui vient de devenir agent libre. Et j'imagine qu'un gars comme Jack Paul, il sautera sur l'occasion d'opposer Jones et Ngannou sur Netflix. Ouais, c'est ça qui l'attend, John Jones. C'est le destin qui paraît. Même si je pense que lui, il a encore envie de faire du sale sportivement et de défoncer des mecs légitimes parce qu'il s'en croit encore capable et qu'il l'est certainement. Mais bon, on verra si c'est l'appel de l'argent ou si c'est l'appel du sportif auquel répond John Jones. Est-ce qu'on reverra Conor McGregor dans la cage de l'UFC par contre? Moi je pense que oui. Par contre, pour le coup, Conor McGregor, ça a été rapidement établi qu'il ne ferait pas la Maison Blanche, tu vois. On a eu beaucoup d'informations par rapport à ça, des informations de lui-même d'ailleurs, qui disait non, j'y serais pas visiblement. Et en plus, il a eu une interview très intéressante où il parlait business, tout simplement, et qu'il expliquait à juste titre que tout l'intérêt pour l'UFC, c'était pas d'avoir ce gars-là à la Maison Blanche, mais de l'avoir sur l'International Fight Week, par exemple, pour faire un maximum de revenus sur son retour. Et ça, c'est totalement logique, je l'entends bien, et je suis même persuadé que c'est ce qui va se passer. Pour le coup, je pensais qu'il lui gardait quand même Chandler. Là, je sais pas du tout qui on va opposer Conor McGregor, je sais pas. Ouais. C'est quoi, Nate Diaz? Ouais, pour la trilogie peut-être. Sinon après, mais de toute façon comme il call out tout le monde, Conor McGregor, c'est ça. À un moment tu pouvais dire Ruffy aussi, il y a eu des rumeurs Ruffy à un moment, il y a tout qui circule. Mais en revanche avec Conor, moi je partage, on va le revoir dans la cage de l'UFC. Ouais, je pense qu'on le reverra. Je pense qu'on le reverra et effectivement en fait le côté business qui est derrière tout ça, c'est que l'UFC White House coûte tellement cher à produire, coûte tellement cher à organiser que c'est déjà un événement qui va être à perte, où tu ne risques de ne pas gagner d'argent et tu vas en perdre parce que tu n'auras pas beaucoup de ticketing, il y a plein de trucs qui vont pas rentrer comme l'UFC a l'habitude de le faire. C'est pas une salle qui est déjà prête, faut tout monter, ça va coûter un fric de fou. Ouais, il parle et que de du 60 coup, à 70 millions avec les primes des combattants comprises dedans. Donc ce qui veut dire que si tu gardes McGregor pour un T-Mobile un peu classique où tout est déjà un peu calé, où ça leur coûte moins cher en orga, et bah là tu fais max de braquage d'argent et puis t'es sûr de remplir les caisses au maximum. Donc autant le garder pour un gros event comme ça, et parce que là en fait McGregor il aurait été contextuel par rapport au fait qu'il y ait la Maison Blanche derrière. C'est ça. Oui, quand tu mets McGregor, tu veux que ce soit lui la star et que la Maison Blanche ce soit McGregor. Exactement. Alors que la star c'est la marque, c'est l'UFC. C'est l'UFC et la Maison Blanche. On a deux stars là. On a Donald Trump, Dana White. Il faut pas que quelqu'un d'autre vienne faire de l'ombre là-dessus. C'est ça.
C'est ça. J'ai hâte d'y être. Je te jure que j'ai hâte d'y être, mon baba. Allez, on va sur le sportif. On a déjà fait 35 minutes. Alors, comme d'habitude, on va essayer de faire du sportif un peu condensé. Oui. Pour quand même. Voilà, et sur chaque combat, quand même, redire petite déception ou pas. Je vous refais la carte rapidement si vous l'avez pas entendu tout à l'heure ou si vous la découvrez aujourd'hui. Ilia Topuria contre Justin Gaethje. Combat principal, Alex Pereira contre Cyril Gane. Sean O'Malley contre Ayman Zahabi, Mauricio Ruffi contre Michael Chandler, Bonical contre Kyle Daukaus et Diego Lopez contre Steve Garcia. Ilia Topuria, Justin Gaethje, on va le faire juste après. On fait quand même juste Pereira Cyril Gane. On va faire Pereira Cyril Gane d'abord. Le sportif, toi forcément ça te plaît. T'es une formation striking, t'es une formation pied-point. Donc ce combat-là, deux anciens du pied-point, dont un qui a été double champion du Glory. Ouais. Alex Pereira face à Cyril Gane qui a fait une carrière beaucoup plus courte en pied-point, qui aurait dû être champion du Glory mais qui nous a abandonné pour le MMA. Et qui a bien fait quand on voit la carrière qu'il a aujourd'hui, Cyril Gane. Avec mon ancien collègue Lucas Bourdon d'Oboarding, on disait toujours on vous autorise à aller en MMA si vous gagnez. Il a gagné, donc c'est bon. Ça, il a gagné, il a bien gagné. Ce combat, il te plaît, c'est un duel donc de strikers. Peut-être que Cyril Gane va pouvoir aussi mettre ses entraînements des derniers mois qu'il a fait notamment à Dubaï avec beaucoup de lutte, avec beaucoup de grappling, qui va pouvoir le mettre à profit s'il le souhaite contre Alex Pereira. Le match-up semble plutôt profiter sur le papier à Cyril Gane, qui d'ailleurs déjà chez les bookmakers est favori. Ouais, il est favori à juste titre, il est devant. C'est le poids lourd qui accueille l'ancien middleweight qui était ensuite light heavyweight et qui monte en poids lourd pour la première fois de sa carrière, carrière que je suis depuis le départ. C'est la première fois qu'il va vraiment au lourd. C'est un combat de striker évidemment, sauf qu'il y a un des deux qui a beaucoup plus d'expérience en MMA que l'autre, ça c'est Cyril Gane. Maintenant, c'est un combat, moi, c'est pas juste qui me plaît, qui me hype. Je suis très content de ce combat. Ça, c'est un combat plaisir, c'est un combat qui va plaire à tous les fans de MMA à travers le monde, parce qu'on va avoir un échange très technique debout. Tu vois, c'est pas juste un combat brouillon qu'on va avoir. On va avoir deux strikers d'élite, de très très haut niveau, deux combattants qui auraient pu s'affronter sur la ligne du Glory, puisque, pour rappel, Cyril Gane aurait dû rejoindre le Glory avant de faire sa transition en MMA. Il devait y aller, c'était OK, et on aurait pu avoir ce combat dans un futur. Au final, les deux sont partis en MMA et avec la réussite qu'on leur a connue, donc chapeau à eux. C'est vrai que moi, je donne l'avantage à Cyril Gane, à la fois debout et sur le MMA de façon plus globale. Debout, je trouve que Cyril Gane est plus complet. Alex Pereira est un formidable puncher, on le sait tous, et c'est un kickboxer d'exception, très, très adepte dans son style caractéristique, bien sûr. Maintenant, ça fait pas mal de temps qu'il affronte des strikers d'un niveau bien moindre que le sien. Le seul combattant de ce niveau-là qu'il a affronté, Pereira, dans sa carrière en MMA, c'est Israel Adesanya. C'est le seul qu'il a affronté en termes de striking. Dans sa carrière tout court, c'est-à-dire même si j'inclus le Glory, il n'y a pas beaucoup de noms. Tu vas pouvoir citer Artem Vakitov, tu vas pouvoir citer Arthur Kishenko, peut-être Jason Wilnis, et ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que là, Alex le sait, il va affronter l'un des meilleurs strikers de sa carrière tout court, tout simplement. Donc il a un gros challenge devant lui, mais c'est un challenge très intéressant. Moi, là, tout de suite, dans une cote mal taillée, je te dirais que j'ai au moins 60 pour Cyril, si c'est pas plus. 60-40, 65-35. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je dirais, je me rapprocherais même plus des 70, 75, tu vois. C'est pas du chauvinisme. Je dirais 3 chances sur 4. Non, mais attends, faut aussi prendre, même si il était énorme pour un moins de 84 quand il était champion de cette KT, Alex Pereira, mais Cyril, c'est un mec c'est un vrai poids lourd. Et c'est pas un poids lourd. Ça joue, ça peut que jouer. On va pas faire genre c'est anecdotique. Mais non, mais ça ne peut que jouer. C'est un poids lourd qui dunk. C'est un poids lourd qui c'est n'importe quoi. Et en plus, tu disais que c'est intéressant ton analyse pied-point, parce que tu disais ça va peut-être être tout simplement un des meilleurs boxeurs qu'il a affronté de sa carrière avec le passif qu'il a en pied-point. Mais en plus, pour un poids lourd, ce côté aérien qu'on souligne tout le temps chez Cyril Gane, c'est fou, tu vois, avec Alex Pereira qui va être les appuis beaucoup plus posés, beaucoup plus ancrés au sol comme il a l'habitude de le faire. Mais s'il arrive à bien bouger aussi, Cyril Gane, ça va être déterminant. Et allier son poids avec ses déplacements et cette puissance et ce côté aérien, je pense que face à Alex Pereira, ça peut faire très mal. Ça peut faire très très mal. Cyril a déjà affronté un autre terrifiant puncher, la personne de Francis Ngannou, qui n'a pas les qualités de vitesse et de déplacement d'Alex Pereira. Donc le challenge sera différent. Ouais. Pereira, il aura tout intérêt à faire un vrai combat de kickboxing, c'est-à-dire mixer, travailler avec son anglaise, ses low kicks, etc. Parce qu'il a des low kicks qui sont chiants. Ceci dit,
Cyril combat beaucoup en gaucher, donc voilà, faudra faire attention avec les low kicks à l'intérieur qui viendront au niveau des mollets, notamment. De toute façon, on fera une preview beaucoup plus technique, vous inquiétez pas, on rentrera dans le détail sur un épisode en entier, bien sûr. Mais voilà, il y a des menaces du côté d'Alex Pereira. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas un bon combattant, je ne sais pas quoi. C'est juste que, sans rentrer dans le chauvinisme le plus pur, n'oublions pas qui est Cyril Gane, quand même. Que c'est un des meilleurs strikers dans le MMA aujourd'hui. Sans aucun doute, dans sa catégorie de poids, c'est le meilleur striker. Et il a en face de lui un champion reconnu de kickboxing, mais encore une fois, qui a pas affronté autant que ça d'adversaires du niveau de Cyril Gane. Il y en a eu quelques-uns, il y en a une poignée, il y en a 5-6 qui sont de ce niveau-là, mais pas plus. Et puis revenir sur la carrière de Cyril Gane, juste parce que là, quand je regarde les noms, en fait, tout est fou. Sincèrement, quand tu passes début de l'arrivée à l'UFC, quand tu passes Dante Mace, Tanner Bowser et Rafael Pessoa, derrière, c'est que du très lourd, parce que celui qui est derrière, c'est Junior Dos Santos. Donc voilà, il fait JDS. Et puis après, derrière, Derek Lewis, Ngannou, John Jones. C'est Thomas Spinal, malgré tout, il l'a aussi affronté. Et intéressant que des gars qui ne se sont pas affrontés entre eux en plus. Parce que John Jones, Ngannou, Thomas Spinal, il n'y a pas eu de combat entre eux. Donc c'est le mec qui a affronté tout le monde. C'est le seul qui est parti prendre tout le monde. C'est le mec qui est prêt, qui plante pas les combats, qui donne quand même une adversité, même quand il a perdu. Et John Jones, les conditions étaient particulières. Il a perdu, il n'y a pas de problème. Mais là où les autres, ils te parlent de 30 millions, ils te parlent de je ne sais pas quoi, de je peux pas, là j'ai un truc, là j'ai piscine et tout, Cyril Gane, il va prendre tout le monde lui en fait. Tout le monde sans hésiter. Et il y a un truc, tu vois, hier j'écoutais les grandes gueules du sport sur AMC avec l'excellent Georges Quirino, et leur rubrique Le Vestiaire, c'est les anciens champions qui parlent entre eux et qui livrent leurs expériences par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur carrière. Donc c'est très intéressant. Et là, le sujet hier, c'était comment est-ce qu'on gère un avant-combat ou un combat ou alors un avant-événement quand on va affronter une légende. Tu vois, donc c'est par exemple, tu vois, Pinot en vélo, il disait moi quand j'étais face à Lance Armstrong, etc. Donc tu vois, c'est des exemples assez concrets. Pareil, il y avait Cédric Emmons qui parlait du haka face au All Black quand l'équipe de France s'était rapprochée, et il raconte que face à son homologue néo-zélandais, il s'était pas lâché du regard pendant tout le haka. Et voilà, des moments. Donc tu vois, c'est intéressant. Et du coup, tout de suite, j'ai pensé à Cyril Gane, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé contre John Jones, contre Francis Ngannou? Est-ce que c'était mental? Est-ce que c'était tactique? Qu'est-ce qui a pêché? Et justement, je me suis dit, est-ce qu'il va aussi avoir peut-être cette impression qu'il a pu avoir contre John Jones en rentrant à la Maison Blanche, contre un mec qui désormais est déjà une légende comme Alex Pereira. Tu vois, comment aborder cet avant-combat? Pour moi non. Déjà j'irai l'écouter du coup l'émission parce que ça m'intéresse beaucoup. Non, contre Jones, en toute franchise, et Fernand, que j'espère bientôt qu'on espère bientôt discuter avec lui en tout cas, c'est lui qui nous racontera tout ça. Mais oui, moi je pense que contre Jones, il y avait ça, il y avait tout ça. Il y avait t'affrontes la superstar, la légende, dans un événement où tout le monde te regarde, c'est sa montée en poids lourd à l'autre. Il y avait beaucoup de choses qui peut-être ont fini par étouffer un petit peu Cyril Gane. Ça, on peut le penser. En tout cas, c'est vrai, c'est pas vrai, mais on peut le penser. Contre Ngannou, c'était complètement différent. Il a fait une erreur technique. À la fois, en tout cas, il y avait une impréparation au niveau de la lutte. Et en même temps, qui aurait parié sur le fait que Francis lutte? Personne. Rappelons-nous quand même de ça aussi. Francis, il avait surpris tout le monde et chapeau à lui encore. Avec une adaptation en cours de combat. Voilà, en plus c'est adapté dans le combat, donc génial, avec un genou en moins. Contre Aspinall, il a montré que c'était fini tout ça. La pression, elle était quand même pas mal sur ses côtes. Tu vois, il y avait de la pression sur Aspinall parce qu'il y avait tout le truc avec Jones. Mais Cyril, c'était sa 3e chance pour le titre. Il avait beaucoup de pression. Il a montré qu'il avait parfaitement géré la chose. En prépa, nous on l'avait croisé à l'hôtel et tout. Il avait l'air bon gamin, comme il est d'habitude. Et il est parfaitement entré dans son combat. Ce qui m'a beaucoup rassuré. Et c'est quelque chose dont on n'a pas assez parlé au vu des circonstances de ce qui s'est passé dans le combat. Mais il avait parfaitement abordé ce combat. Donc non, je suis serein sur le fait que ça devrait aller de ce côté-là. Et que c'est lui qui a... D'ailleurs, ça aurait dû être Gane contre Pereira et non pas Pereira contre Gane.
Pereira, c'est la exact. star, j'entends Voilà. bien ce que tu veux. Ouais. C'est Gann qui est le numéro 1 des poids lourds. Absolument, C'est ouais. pas l'inverse. Ouais, tu c'est vois. ça. Donc, Sachez bien que c'est ça dans l'ordre dont c'est annoncé. On met toujours, bien sûr, vous le savez, mais bon, je précise pour ceux qui connaissent moins, mais on met toujours le combattant le mieux classé à gauche en premier et à droite on met le combattant moins bien classé. Là, Alex Pereira est à gauche alors qu'il a même pas de classement à côté de lui. Et que Cyril Gann, lui, est contender numéro 1 derrière Thomas Spinal, le champion. Il vient en tant que champion, il n'y a pas de problème, mais il vient en tant que champion d'une catégorie d'en dessous. C'est pas voilà, Gann c'est le numéro 1 légitime. Bon bref, c'est un détail, mais c'est bien Gann qui accueille Pereira dans cette catégorie-là et c'est bien Pereira qui a. Moi, je pense que Pereira a beaucoup plus de pression que Cyril. Ouais, parce que son objectif c'est d'aller chercher ce qui s'est jamais fait, une 3e ceinture dans une 3e catégorie de poids différente, ce qui serait assez. Déjà, est-ce que tu penses que le vainqueur de Pereira Gann dans les mois qui viennent vont, comme par magie, avec une disparition de Thomas Spinal du roster, devenir le champion undisputed de l'UFC? Ouais, c'est très envisageable, je pense. Donc en gros, le plan, parce que tu sais, on a toujours dit. C'est dur aussi dans le storytelling parce que on dit toujours on attend encore notre premier champion du monde à l'UFC. Cyril Gann, il a été champion intérimaire quand il bat Derek Lewis en 2021. Et finalement, on dit encore, on attend notre première ceinture. C'est un peu dur. Là, s'il bat, on a l'impression que finalement, ce combat, il est annoncé presque comme un championnat du monde parce que il y a ce qui se passe avec Thomas Spinal. Mais du coup, il y a des chances que Cyril puisse prendre cette ceinture intérimaire et que dans les mois qui viennent, elle soit officialisée en tant que ceinture undisputed et qu'il soit enfin la première ceinture incontestée pour un champion français à l'UFC. C'est pour ça que ce combat-là, il faut le gagner, il faut la prendre cette ceinture. Il faut la prendre parce que la suite peut être très intéressante. Et de toute façon, il sera en position automatiquement d'avoir cette autre chance pour le titre. De toute façon, on s'imaginait que la revanche, elle était inévitable. Maintenant, tout va être du côté de Thomas Spinal. Est-ce qu'il va réussir à se soigner dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il va rester à l'UFC? Est-ce qu'ils vont finir par se séparer à l'amiable et qu'il aille faire autre chose? C'est du déjà vu, hein. Même si c'est dans l'histoire récente, ça se fait un peu moins, c'est du déjà vu, hein. Des Randy Couture notamment, bien sûr. les scènes de ceinture qui sont partis. Donc c'est important de gagner pour Cyril pour avoir cette ceinture et peut-être éventuellement être élevé au statut de full champion comme on a eu avec Christian Billy en anglaise qui est devenu champion de WBC. Marquer sa legacy avec ça. Et par contre, ce serait un peu frustrant de se dire que potentiellement, s'il l'emportait sur ce combat-là, il serait sacré champion disputed avec un peu de recul, avec un petit retardement, et que du coup, il n'y aurait pas vraiment la saveur d'avoir remporté face au champion actuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours ça manquerait un peu de saveur à ce niveau-là. Mais bon, à voir ce que ça donnera. Juste un dernier truc, parce qu'il faut qu'on passe au combat suivant. Est-ce que, tout à l'heure, on soulignait que finalement, Pereira, il avait moins d'expérience que Cyril Gann, mais en fait, les deux gars, ils ont le même nombre de combats maintenant. C'est-à-dire qu'Alex Pereira, je voyais Pereira, en fait, depuis 2023, là, quand je compte, je crois que Pereira il a combattu 8 fois, là où Cyril Gann il a combattu 4 fois. Donc il a un petit peu rattrapé son retard au niveau des combats sur ces dernières années. Donc voilà, avec des palmarès assez similaires, puisque Cyril Gann il est à 13 victoires, 2 défaites et 1 no contest. Et puis pour Alex Pereira, c'est 13 victoires et 3 défaites du coup en carrière MMA. Donc ce sera tous les deux leur 17e combat professionnel en MMA. Et je pense qu'on peut s'accorder sur le fait de dire que c'est le combat qui nous hype le plus objectivement de loin sur cette carte de l'UFC White House. On passe au combat principal entre Topuria et Justin Gaethje, donc ceinture undisputed chez les moins de 70 kilos. Il y a Topuria le champion, Justin Gaethje le champion intérimaire. Du coup, grâce à cette ceinture intérimaire, on le disait tout à l'heure, ils ont rendu ce combat-là légitimement, sportivement ok. Simplement, c'est vrai que ça risque de faire bon feu d'artifice, qui risque de gâcher un petit peu le spectacle pour les Américains, parce que forcément Justin Gaethje il est très très loin derrière Ilia Topuria au niveau des bookmakers. T'es quand même content de voir ce combat-là à cette place-là? Bon, il me dérange pas en tout cas. Du coup, il me dérange pas plus que ça. Une fois qu'il était établi que Gaethje avait gagné ce droit en remportant cette ceinture intérim, on savait qu'on aurait le combat. Donc voilà, maintenant ils le mettent là. En fait, tant mieux que Topuria va revenir plus tôt. Ça va nous permettre d'avancer. Ça va nous permettre de faire disparaître une des 3 ceintures qui sont chez les légers. Donc il y a des choses quand même qui sont positives à retenir de ça. Maintenant, c'est vrai que voilà, sur le papier, je dis bien en tout cas, je donne très peu de chance à Justin Gaethje de s'imposer. Son combat contre Paddy Pimblett, il m'a pas spécialement rassuré dans ce sens. Quel combat tu vois contre Ilia Topuria? Franchement, je vois Topuria le mettre KO, je vais pas te mentir. Je vois comment Pimblett l'a mis en difficulté dans la 3e reprise, notamment juste avec un gauche-droite. Répété, hein, mais beaucoup de directs, ça suffit largement en fait.
et tu vois la capacité de Topuria à boxer en avançant, en reculant, en décalant, en pivotant, en donnant des fausses pistes, et surtout le punch qu'il a, voilà, ça me paraît difficile face à un Justin Gaethje qui certes frappe très fort, mais qui est devenu relativement brouillon, qui est redevenu un petit peu le Justin qu'on avait avant, qui envoie très large, donc il va donner beaucoup d'opportunités à Topuria en contre notamment. Enfin voilà, je pense qu'on aura tous la même analyse là-dessus. Hein. Ouais, mais tu vois pas Topuria revenir. On rappelle, en début de carrière, c'est que des soumissions. Et puis, plus dans cette carrière qu'il a actuellement, maintenant, il met quasiment que des KO, même contre des mecs qui sont des gros strikers comme Max Holloway et qui d'habitude se font pas mettre KO. Là, tu crois pas qu'il va vouloir revenir un petit peu face quand même à un gros striker qui est Justin Gaethje, qui va vouloir recoller un petit peu, qui voudra emmener le combat au sol. Peut-être que le contexte Maison Blanche aussi l'encouragera et faire le spectacle avec les points. Moi, j'y crois pas. Je pense que Topuria, c'est devenu un striker à part entière aujourd'hui. Qui se sert de ses skills en grappling pour pouvoir bien défendre, ce qu'il a fait contre Charles Oliveira. Ça ne posait aucun problème de renverser Charles et de remonter, tu vois. Donc non, moi je pense qu'il va boxer parce que c'est devenu un boxeur. Là, tous les lutteurs grappleurs qui arrivent à devenir bons en striking, ça devient automatiquement des strikers. Daniel Cormier, Kamaru Usman, tous ils ont fait cette erreur. Ronda Rousey, qui est la pire erreur d'ailleurs, ils ont tous fait cette erreur-là. La différence, c'est que Topuria, c'est devenu... Il y a des chances que ce soit devenu un meilleur striker qu'il n'était grappleur. Ce qu'il arrive à produire dans la cage en termes de déplacement, de coordination, de transfert de poids et autres, c'est juste exceptionnel. Donc je l'encouragerais même moi, personnellement, à aller sur cette voie contre Justin Gaethje parce que c'est ce qui va le faire gagner. Juste, que va faire l'UFC, tu crois, après ça? S'il y a Topuria, comme on peut le prévoir, bat Justin Gaethje, c'est quoi la suite? Maintenant que Charles, il a fait son update, qu'il a la ceinture BMF, on attend Benoît Sané, Arman Tsarukyan, qui sont les gars qui gravitent autour de tout ça avec Paddy Pimblett. C'est quoi la suite pour l'avenir de la KT? T'as une idée, toi, ou tu te dis que là, c'est trop flou et il y a trop d'options pour qu'on puisse avoir une idée claire? Pour moi, c'est trop flou. Moi, je tire plus de plans sur la comète avec eux. Ils ne font que de prendre le contre-pied, en fait, de ce que les fans attendent. Donc, je sais pas, on verra. Oliveira a gagné le droit là, de le réaffronter. Ouais. J'ai envie de croire à ton option de tout à l'heure, Benoît Saint-Denis, Max Holloway à Paris en septembre par exemple. Et puis, là ça devient logique. Si on se bat, là ça devient logique, ouais. Ça devient tout à fait envisageable et logique par rapport à la défaite de Max Holloway dont on va reparler là dans quelques minutes. On passe au Coco. Ouais. Ça te va, Sean O'Malley contre Ayman Zahabi. On le disait, Sean O'Malley, donc 3e de la catégorie des moins de 61 kilos, Ayman Zahabi 6e de cette même catégorie. On pouvait envisager, d'ailleurs, 0 Dagestanais, 0 Russe, 0 Tchétchène. Donc ils ont tous. Alors est-ce que c'était une volonté, est-ce que c'était une volonté de base, ou alors est-ce que vu les circonstances, on l'a dit, Makhachev pour ci pour ça, voilà, il y en a aucun. On pouvait attendre Nourma qui allait faire ce combat contre Sean O'Malley. Finalement, c'est Ayman Zahabi. Moi, je vais donner mon avis très personnel sur la question. Je pense que oui, que de côté de Trump et son équipe, on s'est dit ce sera peut-être pas vu d'un bon oeil qu'on ramène quelqu'un du bloc soviétique, de l'ex-bloc soviétique en tout cas. Ouais. Voilà. C'est vrai que Khamzat, ça aurait été. C'est mon avis plus que personnel. Hein. Après, voilà, chacun fera ce qu'il veut. Ouais, et puis si tu envisageais même si là, je parle du côté américain, parce que évidemment, on maintient que c'est Nassourdine qui mérite son title shot, mais si tu mettais un Khamzat Strickland et que Strickland se fait étrangler. S'endort et dort sur la bâche de la Maison Blanche. Et que Khamzat lâche des déclarations dont il a le secret. Ouais, je sais pas. Ça aurait pas été fou. Donc du coup, peut-être que ce combat Sean O'Malley contre Ayman Zahabi est aussi la résultante de tout ça. Je crois, ouais. Je crois. Moi, je pense que voilà, on a essayé de trouver un combat stylistiquement qui puisse quand même plaire, qui puisse aussi, on va pas se mentir, ne pas trop défavoriser Sean O'Malley. Je suis pas en train de te dire qu'on veut absolument le favoriser. Je dis simplement que stylistiquement parlant, c'est mieux pour lui. T'as plus de chances de pouvoir le voir développer son striking. Et puis, c'est ça. Maintenant, Zahabi, il s'est placé en position aussi d'obtenir ce combat. Ça, c'est tout à son honneur. Il a enchaîné les victoires. Je ne sais plus combien exactement d'affilée, mais ça doit être 4 ou 5 là. Donc, mais peut-être même plus que ça d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, il s'est mis dans cette position-là et c'est ce qu'il faut. En fait, quand tu gagnes, j'aime bien le fait qu'il ait enchaîné les victoires, ça lui a permis sportivement de décrocher une belle opportunité comme celle-ci. Donc voilà. Maintenant, lui et son coach, qui est son frère Firas, au Tristar, c'est des gens très intelligents, des gens très tactiques, des gens très portés sur la stratégie. Donc on n'est pas à l'abri que Zahabi décide de dire je vais te faire ce que Merab t'a fait. Et là, ce serait très drôle pour le coup. Ouais.
Coco Main Event, donc Sean O'Malley contre Ayman Zahabi. J'ai moins de 61 kilos. Mauricio Ruffi, Michael Chandler. C'est donc un autre combat qui peut être un peu feu d'artifice. Qu'est-ce que tu en pensé, toi, de ça? Déjà, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Michael Chandler, il s'est préparé pendant 3 ans sur Conor. Derrière, on lui dit non, mais finalement, tiens, on commence à parler un peu de Benoît Saint-Denis, qui, à mon avis, a été sérieusement envisagé pour cette Maison Blanche. Et finalement, Mauricio Ruffi, c'est beau, hein, il perd contre Benoît Saint-Denis, il récupère une victoire. Magnifique. Et puis, du coup, il revient à la Maison Blanche, Michael Chandler. En plus, il peut taper Michael Chandler Maison Blanche, quoi. C'est ce qui reste de se passer. Je pense qu'il va le taper. Je pense qu'il va le taper, mais le choix de Ruffi, il est quand même curieux parce que c'est un combattant certes qui a beaucoup de hype derrière lui, mais c'est un combattant qui parle même pas anglais. Ouais. Déjà, tu vois. Ouais. Ça va être un peu particulier pour les interviews. Et puis j'aurais pensé qu'il y avait des combats un peu plus. T'aurais mis un Renato Moicano par exemple, je pense que ça aurait un peu plus parlé aux fans américains. Ouais, en plus, c'est vrai. Ouais. Et puis Moicano qui, pour le coup, ouvre beaucoup sa gueule aussi, qui fait un peu le spectacle au micro. Mais lui, ils lui ont mis, il est booké sur un autre combat, donc ça aurait pas pu. Mais... imagine Moicano, ce qu'il avait dit sur Macron à l'UFC Paris. Là, s'il se lâche sur les Américains à la Maison Blanche, t'imagines le bordel. Ouais, ça aurait pu être marrant. c'est vrai que j'avais pas fait du coup, c'est Moicano. Mais là, on est sur un combat vraiment bizarre. Franchement, c'est un combat bizarre. Je sais pas quoi en penser, à part que si Ruffi il arrive à fumble celui-là, chapeau à lui. Je vois pas comment il perd contre Chandler, mais s'il y arrive, chapeau. Ouais, et puis en plus, je trouve que contre Michael Chandler, c'était l'occasion de faire le combat un peu what the fuck de la carte. Tu vois, tu sortais n'importe qui, un mec qui est plus classé, un mec qui est plus. Tu faisais le combat what the fuck de la carte. On parlait de McGregor, donc c'était déjà très what the fuck, mais tu mettais n'importe quel autre mec un peu un truc comme ça, un peu scintillant comme ça le faisait grave, tu vois. Tu fais une guerre à l'ancienne, hein, je sais pas, tu proposes quelque chose à Ned Diaz ou j'en sais rien, un mec pour revenir, pour dire bon, tant qu'à faire. Deux gars qui ont beaucoup perdu, certes, mais. Ouais, c'est clair. Donc Mauricio Ruffi, Michael Chandler, combat 3e en partant du début. On passe au 2e combat de la carte principale, Bonical Kyle Daukaus. Alors celui-là fallait y penser. Hein. Celui-là, fallait y penser. C'est le seul fight où les mecs... Alors, hors Alex Pereira qui n'est pas classé parce qu'il vient d'arriver dans la KT, mais sinon c'est le seul fight avec des combattants non classés dans leur catégorie. On est chez les moins de 84 kilos et ils sont pas dans le top 15. C'est le combat américain pour l'Amérique profonde. Avec Kyle Daukaus qui a toujours ses espoirs. C'est le nouveau Great White Hope de l'UFC, et on lui met Daukaus. Je vais te dire la stricte vérité, Charles, je ne sais même pas quel est le dernier combat de Kyle Daukaus. Ouais. Non, mais voilà. Kyle Daukaus, c'est en dessous des radars, mais complet. Donc c'est Et puis Bonical, en plus, c'est un espoir déchu qui a perdu, qui était en train de monter, qui a fait des performances plus que moyenne, et là tu mets ce mec là, tu vois, c'est pas comme si c'était un mec qui faisait le spectacle, tellement il envoyait, il se prenait des gros KO, donc ça fait, tu vois, en mode Michael Chandler un peu, quoi. Lui il voulait Covington, j'aurais compris. Comment tu mets pas Covington? Apparemment Covington il a pas voulu, hein, de ce que Bonical dit. Mais mais du coup Covington, je sais pas, c'est là où je te disais le combat paillette contre Michael Chandler, tu sors Covington, je sais pas, tu sors. S'il y a un gars où j'étais persuadé qu'il serait sur la carte, c'était Covington. Oui, c'est clair. Je tombe de ma chaise. Non, mais t'as pas Strickland, t'as pas les Trumpistes affichés, assumés et revendiqués. C'est Kamaru Usman, pour rappel, hein, qui était aux dernières conventions de Trump avant l'élection présidentielle. Comment tu mets pas un mec qui est actif et tout. Oh là, on a exprimé tout notre désarroi complet sur la carte, mais du coup c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui reviennent, mais je sais pas, mais tu vois, contre des mecs comme ça, tu fais revenir un Donald Cerrone, tu fais revenir non mais tu sais, tu mets des mecs comme ça, quoi. Après je pense qu'ils ont tous voulu, hein. Je pense qu'ils ont tous envoyé le texto à Dana White pour dire moi je suis là. Dustin Poirier il avait dit je sors de ma retraite, mais je te jure, si Cerrone rappelle, il dit je suis prêt contre Chandler, il faut le mettre. Ouais, franchement, ouais. Non, mais sans déconner, sur cette carte-là. Je te le dis pas, ok, sur l'UFC 328 ou 330, je sais pas quoi. Mais Yankee qui sert à rien. Mais tu mets ça au final. Donc là, ça s'applique aussi pour Bonical Kyle Daukaus, quitte à mettre Bonical parce que quand même, c'est un mec que tu as aussi envie de continuer à faire briller un petit peu, mais tu le mets face à un nom qui clinque un peu plus. Moi, je pense que c'est le combat où les Américains qui regarderont à la télé vont retourner les merguez et les côtelettes. Et nous, je sais pas, ça dépendra où on sera, n'est-ce pas? Mais voilà, pareil. On reprendra notre souffle. Ouais, voilà, le combat pour les Américains.
et bon, qu'on regardera, on verra de quel œil effectivement au moment où ça arrivera sur cette carte. Et donc le combat d'ouverture, bon, qui est sympa celui-là, un peu feu Celui-là, il est d'artifice, fun, celui-là. avec un Dana White privilege pour un mec qui est plutôt identifié Amérique du Sud d'ailleurs. Ouais. Diego Lopez, Steve Garcia, le combat d'ouverture qui peut envoyer du lourd, mais on se dit, Diego Lopez, il a réussi. Ils le mettent À toutes les sauces. à toutes les sauces, title shot, revanche contre Volkanovski, alors que c'était pas lui le plus légitime. Il fait un combat décevant, il n'arrive pas du tout à gêner l'ancien Volka. Il se fait remplir par ses pairs. Et là, mais en fait, quelques mois après, ils le mettent en ouverture de carte à la Maison Blanche. C'est un truc de fou. C'est la preuve éclatante que quand tu joues le jeu de l'UFC, et quand je dis que tu joues le jeu de l'UFC, c'est-à-dire que tu es le parfait premier de la classe, qui va à tous les événements en payant de ta poche, il était encore là l'autre jour. qui voyage, qui fait Paris, tout ce que tu veux, tout. Encore une fois, hein, il a fait tout ce qu'il devait faire, tout comme les Fighting Nerds l'ont fait. Donc c'est pour ça que lui et les Fighting Nerds ont toutes les opportunités aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il y a un Fighting Nerds et Diego Lopez sur cette carte. Ouais, c'est vrai. Diego Lopez, donc Steve Garcia. Ce combat-là, comment tu le vois parce que là, pour le coup, sportivement, c'est sympa. Ça va être fun, mais je pense que Garcia va le mettre KO. Tu crois ? Ouais. Continuer sur sa lancée et réussir. Il va avoir un combattant qui bouge pas dans lui, donc c'est l'idéal pour Garcia. Tout ce qu'il aime. Ouais. Ok, donc combat principal, voilà, Diego Lopez, un Dana White privilege de plus, et Steve Garcia, donc en ouverture de carte. Et comme on le dit, je me la refais, on l'a précisé plusieurs fois, c'est un beau numéroté. Ouais, c'est un beau numéroté. C'est un beau numéroté. Tu me dis que c'était un l'UFC 334, je te dis bah c'est super. Ouais, exactement. Au moins, c'est moi, je passe une bonne nuit en plateau, tu vois. Ouais, c'est ça. Par contre, Bonical, Caldocos, peut-être qu'il l'aurait mis en prélim sans sur un numéroté, tu vois. Ouais, ça aurait été. Celui-là, je pense qu'il aurait été exactement. Ouais. Je pense que ça aurait été dernier combat de prélim, et ça aurait pas été là. Ils auraient basculé. Hein, voilà, le 6e combat sur la carte prélim, c'est ce qui aurait été fait. Parce que d'ailleurs, c'est une bonne idée de mettre Lopez Garcia en ouverture de carte. Ouais. Ça pour le coup, plutôt que de mettre Bonical, Caldocos, qui serait plus légitime vu qu'ils sont pas classés. Mais ça, je trouve que dans l'ordre, pour le coup, c'est plutôt bien senti. On a tout dit pour cette carte White House, Baba. Ouais, je pense qu'on a tout dit. On a livré nos sentiments. Ouais, vas-y. on a tout dit, franchement. Je pense on a fait 1 heure tout pile. Voilà, on vous a livré un épisode complet. Là, le dernier élément qu'on n'a pas en notre possession, c'est le nombre de combattants qui ont refusé. Si jamais on leur a proposé, ou en tout cas qui se sont tout de suite positionnés en disant moi ça m'intéresse pas votre truc, parce qu'il y a des combattants qui ont leur sensibilité politique aussi et qui refusaient de le faire. Voilà, on a un Brandon Royval qui s'est exprimé très tôt par exemple en disant qu'est-ce que je vais aller faire dans les jeux du cirque devant des sénateurs, ça m'intéresse pas. Donc voilà, c'est le dernier élément que je voulais ajouter pour être sûr qu'on soit complet, mais sinon on a tout dit. Hein. Mais d'ailleurs pour rebondir là-dessus rapide, je pense que ça au niveau de l'image pour Cyril Gane en France, ça peut jouer un petit peu, parce que je pense que dans les médias ici. Et je le dis parce que du coup, encore une fois, hier matin, dimanche matin, ils en ont parlé un petit peu dans les grandes gueules du sport, et avec la rubrique je m'en fous pas. Et il y en a 3 sur 4 qui ont dit je m'en fous. Et celui, je crois que c'était Jean Pinot qui dit je m'en fous pas, justement en disant je trouve ça honteux que Cyril Gane aille combattre à la Maison Blanche. Donc tu vois, ça c'est un truc que j'avais pas vu venir. Non mais que vu le contexte, vu Donald Trump et tout ça, c'est un truc que j'avais pas trop vu venir. Mais en écoutant cet avis-là, je me suis dit sur les médias un peu mainstream, ça va être vendu comme un Français à la Maison Blanche. Et du coup, l'analyse qui va suivre après, c'est la Maison Blanche, c'est quoi ? C'est Trump, c'est la guerre, c'est pas bien en ce moment, j'ai vu etc. un titre sur je sais plus c'est lequel, mais c'est un gros média en tout cas, tu sais, de papier. Hein. Et j'ai vu un titre, mais alors le plus vague possible. Hein. C'était un Français dans le combat de MMA. De la Maison Blanche. Ouais. Je dis ah ouais d'accord. Waouh. Donc tu vois, c'est ça, il y aura le Gane. Nous on voit mine de rien parce que ça fait 1 an qu'on en parle, etc. On est un peu décorrélé du côté très politique parce que on pense à tout ce que ça représente aussi, mais plus sportivement. C'est tout ce que j'en pense. Mais quand même, on se dit, en fait, dans nos yeux à nous, on sait que Cyril Gane, de toute façon, si on lui propose, il ne peut qu'accepter. C'est une opportunité de fou. Parce qu'on connaît, on connaît le business, on connaît l'économie de ce truc. Et lui, il pense pas du tout, il s'en fout de combattre devant Trump ou pas. Tu vois, il n'y a pas le choix. Il est sous contrat avec une organisation qui lui propose quelque chose et il ne peut pas, il est aucunement dans une position de refuser. Donc j'espère que du côté de Cyril, tu vois, sur l'image mainstream en France, ce sera pas à mettre du côté négatif. J'attends de voir. Tu vois, non mais faudra écouter ce qu'il dit. Hein. Non, parce mais que t'as raison. Mine de rien, je pense que quand on va se rapprocher de l'événement, les journaux, les 20h, les trucs, il y aura des mentions, il y aura quelque chose.
et donc comment ce sera traité et comment ce sera perçu par le grand public aussi, c'est Complètement. tu vois, c'est bon, voilà, ce sera quelque chose à étudier dans les. Non, mais dans tu les vois, mois on est qui viennent. tellement focus sur l'écosystème de notre sport que c'est vrai que j'ai pas pensé que ça serait perçu comme ça à l'extérieur et je comprends. En plus, le contexte géopolitique est chaud bouillant, donc faudra voir comment ça évolue à ce niveau-là. Allez, on avait promis, après avoir parlé pendant 1 heure de cette carte de la Maison Blanche, de faire 5 minutes. C'est ce qu'on aura aujourd'hui rapide. sur De toute l'UFC façon, il n'y a 300. pas besoin de faire plus. Ouais, c'est ça. Ce sera ce que ça vaut. L'UFC 326, c'était dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas, avec donc le combat principal pour la ceinture BMF, Charles Oliveira, qui a battu à la décision. Ouais. On n'aurait pas pensé ça. Max Holloway, c'est simple. En gros, ça a été 5 amenés au sol. Enfin, il en a fait. Mais bon, ça c'est début de round, amené au sol Charles Oliveira. Et surtout, le petit exploit qu'on avait, sur lequel on s'était dit, Max, il tombe, mais il se relève vite. Ouais. Là, il est tombé, mais il a pas pu se relever. Il s'est jamais relevé et tu fais 5 fois le même round, sensiblement. Il n'y a eu que dans le dernier où c'est Holloway qui réussit à contrer le takedown, mais qui se fait renverser de toute façon. Donc, un combat somme toute très simple. Évidemment, c'est pas ce qu'on attendait. C'est pas ce qu'on attendait, mais il a eu raison, Charles. Il a eu raison parce que c'est un combattant qui a encore des aspirations pour le titre. Il fallait absolument gagner pour pouvoir s'acheter une revanche contre Ilia Topuria. C'est ce qu'il a fait. Donc chapeau à lui. Et si Charles Oliveira décide de devenir un combattant très discipliné en fin de carrière, c'est un combattant qui est dangereux pour n'importe qui, y compris Ilia Topuria. Ouais. Charles Oliveira qui est très discipliné, 36 ans, 34 ans pour Max Holloway. Ça a été, alors, du coup, victoire surprenante dans la manière. En revanche, victoire pas du tout BMF. Ah, pas du tout BMF. Pas du tout BMF. Je me souviens, on sort du plateau ensemble, on se dit, mais début du 5e round, ils se font une accolade de 5 secondes. Ouais. C'est-à-dire que Max Holloway aussi accepte en gros de perdre 5 secondes du temps qui lui est très précieux parce qu'il lui restait que ça pour pouvoir l'emporter par KO. Et finalement, ils font. Donc, c'est pas BMF du tout. L'esprit BMF, il s'est complètement barré ailleurs. Alors, j'étais sûr qu'à l'entame du 5e, Holloway, il allait pointer là. Il allait pointer en disant ok, c'est bon là, t'as fait 4 rounds et tout, vas-y, viens, on le fait tout de suite. Au final, non. Tu vois. Donc, il y avait beaucoup de respect. C'est ce dont on parlait avec Mika Lebou quand on était en plateau, en disant que c'était pas c'était un combat pour la ceinture BMF, mais on est très éloigné de ce que c'était l'origine du BMF entre Diaz et Masvidal. Voilà. Très très loin. 2 galères, 2 gangsters un petit peu de fous. Et là, c'est complètement différent. Et en plus, il y avait encore beaucoup trop. Diaz et Masvidal n'étaient pas dans des conversations pour le titre. La différence, elle est là. Même si Masvidal a eu un title shot derrière, juste parce que c'est devenu une star, c'est tout. Holloway Oliveira, il y avait beaucoup trop d'enjeux. Il y avait beaucoup trop d'enjeux pour le titre. Et ça pousse beaucoup trop fort derrière pour pouvoir. Voilà. Je pense qu'ils ont estimé qu'il fallait vraiment faire un combat sérieux pour pouvoir gagner. En tout cas, du côté d'Oliveira, Holloway, lui, il était venu pour faire ce qu'il sait faire d'habitude, mais il n'a jamais eu le loisir de le faire. Et il y a quelque chose, malgré tout, même si c'est pas BMF, il n'y a pas de problème. Et moi, de toute façon, le premier, vous savez que j'aime pas cette ceinture, donc tant qu'à faire, on peut la ranger dans un carton. Mais ceci étant, il y a quelque chose de badass du côté de Charles Oliveira, à savoir se réinventer comme ça. Et dire ok, fini la rigolade et je vais vous montrer à quel point je suis fort en fait. Et d'ailleurs, si on a ce Holloway contre BSD qu'on appelle, ça ouvre aussi une voie pour BSD, de voir ce que Charles a fait à Holloway. Complètement. Moi, j'ai dit en plateau parce que Alice Caillot, qui est venue faire une chronique, nous a posé la question de savoir quel combat serait le mieux pour BSD, Oliveira ou Holloway. Moi, j'ai dit Holloway. Et Mika Lebou a dit la même chose parce que on s'imagine que BSD est capable de faire ça. Et on n'avait pas encore vu le combat. Mais nous, on pensait que BSD est capable de faire un combat comme celui-ci. Donc, c'est encore plus encourageant. Maintenant, attention à Max Holloway. S'il y a quelqu'un qui sait se réinventer, c'est bien lui. Ouais, c'est clair. Il saura se réinventer parce qu'il a encore beaucoup de lucidité sur le niveau qu'il a et sur les tactiques qu'il peut appliquer. Donc attention contre BSD. Mais bon, pour Benoît, ça fait quand même une base de travail qui est très intéressante d'avoir vu Charles Oliveira maintenir au sol Max Holloway. On va le faire subliminal. Chose dont on doutait. Mais on va y aller fort. Ouais. Non, mais c'est que tu m'as éveillé cette petite lumière en moi tout à l'heure. Tu vois, un peu de déception de ne pas voir Benoît sur la Maison Blanche, mais du coup un peu d'espoir de le voir. J'ai la vision, Charles. De toute façon, s'il est à Paris, ce sera que contre un énorme nom comme ça. Voilà, tu vois, à un moment, j'ai la vision d'un numéroté à Paris avec Nassour en main event pour le titre. Là, cette année. Et un co-main BSD Holloway. J'ai la vision. Nassour pour le titre. Ouais. Contre Khamzat. Je le vois. Je sais pas. Tu peux pas mettre Khamzat en co-main. Ah, je sais. Non, ce sera en main. Ah ouais. Pour le titre, mais je sais pas si ce sera Khamzat. Je dis juste que moi, c'est ma vision. Ouais.
C'est beau. Si ça marche, on sort les extraits comme jamais. Ah ouais, c'est beau. Bah ouais, on garde ça et s'ils font un numéroté septembre là-bas, c'est très beau, on va se régaler. La carte, il y a d'autres trucs que tu veux dire sur l'ensemble de la carte du 326, Caio Borralho qui bat Rainer de Rieder, Raúl Rosas Jr. qui bat Rob Font, Drew Dober qui bat Michael Johnson et Grégory Rodriguez qui s'impose avec panache contre Bruno Ferreira, Cody Garbrandt aussi avec un combat très chelou, deux pénalités, 2 points de pénalité, c'était un combat très très bizarre, mais bon. Toutes les 10 secondes. Non, n'importe quoi. Non, pas grand chose. On a eu un peu de tout sur la carte. Il y a eu du chaos spectaculaire, il y a eu de la lutte. Voilà, il y a eu un co-main qui était un peu bizarre, avec 2 combattants avec un style un peu trop brouillon. Borralho et Derrider, il y a un an, on nous disait qu'ils devaient passer devant Nassour. Voilà, leur niveau, je crois pas que ces deux-là s'approchent du top 5. En tout cas, ils peuvent pas inquiéter le top 3 de la KT. Ouais, Rainer de Rieder, donc qui s'en éloigne encore, lui qui était destiné à ce coude à coude pour rentrer dans la conversation de la ceinture des moins de 84 kilos. Il en est désormais très loin, même s'il était quand même encore en co-main event d'un numéroté à Las Vegas. Baba, merci beaucoup. Merci, Charles. Très beau débrief et surtout très beau brief par rapport aux annonces de l'UFC. J'espère que dans les semaines qui viennent, on en saura plus aussi sur qui va un peu ouvrir sa bouche. J'ai été prévu, je me suis manifesté, je voulais aller à la Maison Blanche, je voulais pas y aller. L'UFC m'a dit non, l'UFC m'a dit oui, mais j'ai refusé un combat. Enfin, il y a beaucoup de trucs qu'on risque aussi de savoir dans les semaines qui viennent. Ouais, quelque chose me dit que les langues vont se délier entre ce qui se passe autour de Zuffa Boxing et de la prime de Conor. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui font que les combattants vont devenir un peu plus candides, je crois. Ouais, et c'est peut-être d'ailleurs cette prime de Conor qui a poussé John Jones aussi, Conor Ben, à demander une grosse somme d'argent qui potentiellement lui aurait été refusée. Alors que l'argent ne vient pas de l'UFC, mais bon, on le réexpliquera en détail tout ça aussi. Exactement. Baba, merci. Merci à toi. L'UFC White House, c'est donc le 14 juin prochain et ce sera sur RMC Sport avec notamment Alex Pereira contre Cyril Gane. Merci de nous avoir suivis dans le RMC Fighter Club comme toutes les semaines. Merci aux équipes en régie. Au retour d'Arthur Robert. À très vite dans le Fighter Club. Ciao. RMC Fighters Club.